Dominique Ali, la F1 sera bénéfique pour Audi et Porsche. L'inverse est aussi vrai selon Liberty Media. Ah, ça parle beaucoup d'Audi et Porsche, hein. Ah, mais Andretti, ça passera là, ça. Andretti, c'est mort, ils viendront pas, je pense. Hein. Ils vont pas les accepter, hein. C'est terrible, hein, quand même. Putain. Pour ce qui est des nouveaux constructeurs qui arrivent, ce n'est pas à nous de dire quelque chose que nous ne devrions pas dire. Nous pensons que ce sera bénéfique pour eux, pour montrer que leur stratégie d'avenir n'est pas seulement électrique sur le plan de la mobilité, mais aussi pour utiliser leur expertise technique. Ça peut les aider à trouver de nouvelles manières d'être présents sur le marché avec un moteur moyen et du carburant durable, ce qui sera bien plus efficace selon nous pour atteindre la neutralité carbone. Dominique Haye espère aussi que l'arrivée de Porsche et Audi permettra à la F1 de créer une plateforme technologique encore plus solide pour la F1, grâce à une réglementation et au fait que tout le monde a participé à l'élaboration du règlement. Et d'un autre côté, sur le plan sportif, plus nous avons de constructeurs, plus nous pourrons avoir des choses qui seront vues comme indépendantes. Ce sont d'excellentes nouvelles. Nous verrons comment la situation évolue, les constructeurs donneront bientôt leurs décisions. Nous espérons que notre plateforme technologique pour l'avenir sera la bonne, et le temps nous le dira. Greg Maffei a déclaré « C'est une grande validation de voir ces constructeurs vouloir s'engager. Ces deux marques seraient des moteurs d'innovation, de promotion. Ça peut être que bénéfique pour notre sport. » Ah, vous avez hâte qu'ils arrivent, hein? Ah là. Bon, on verra ce que ça donne. Dommage qu'ils viennent pas avec deux nouvelles équipes, du coup. Ça ferait 24 voitures sur la grille, ça serait incroyable, mais non, dommage. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Alors, Bottas tacle Alfa Romeo. Elle n'est pas assez régulière. Ouais, elle n'est pas assez fiable, je dirais même. Pour Bottas, le niveau de performance actuel d'Alfa Romeo n'est pas suffisant. Le pilote est heureux du travail que l'équipe fournit, mais il pense que la formation doit encore faire de grands pas cette année, pour être à la hauteur de ses ambitions. Ce n'est pas assez régulier, nous le savons. On doit continuer à travailler là-dessus parce que ça aurait été encore plus dommage si nous visions à marquer des points à nouveau et que nous avions ce problème. Nous allons nous concentrer sur ce point. Bon, c'était très court mais intense, hein, comme souvent sur ce site GP Blog là. Non mais Alfa Romeo, il y a un vrai problème de fiabilité surtout parce qu'on voit tout le temps au moins une Alfa Romeo qui abandonne à chaque course depuis le début de saison. Bon, peut-être pas tout le temps mais régulièrement quoi. Donc il y a un vrai problème de fiabilité. La perfo est moyenne aussi, donc ouais, il va falloir travailler sévèrement chez Alpha. Et Bottas, combien de temps ça va durer ce cirque chez Alfa Romeo, je ne sais pas. Lui, de toute façon, au bout d'un moment, il va se casser aussi. Hein. Je pense que ça va être compliqué pour lui de rebondir, je pense. Après Alfa Romeo, on verra. Qu'est-ce que vous en pensez de sa carrière à Valtteri? Ciao. Et Weber qui reparle de Vettel. Du coup, la Formule E serait parfaite pour lui, déclare-t-il. Alors, petit moment pub, hein. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Team Motorsport qui parle de Formule 1 notamment, en plus de la F1, des news inédites sur cette chaîne qu'il n'y a pas sur Team F1, les live F1 aussi, l'IndyCar, on en parle, Le Mans, le WEC, la F2, la F3, la W Series des fois aussi, même si c'est pas très intéressant, voilà. On parle de tout ça, c'est le moment de vous abonner, avant la reprise. Sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'il a dit Marc? C'était le bon moment pour lui, le moment est venu, estime l'Australien. Qui revient dans la lumière en tant que manager d'Oscar Piastri. Bah ouais, du coup, on va le revoir dans le paddock, lui, c'est pas mal. Lorsqu'on lui a demandé si la décision de Vettel de continuer en F1 en passant de Ferrari à Aston Martin avait été une erreur, Weber a admis, peut-être, je ne suis pas pilote à sa place, donc je ne pourrais pas le dire. Quand il a signé, il n'était probablement pas prêt à prendre sa retraite, il n'avait que 32 ans à l'époque. Je ne serais donc pas surpris s'il faisait autre chose dans le sport auto, mais la Formule E serait parfaite pour lui, sans blague. Il semble qu'il va passer beaucoup de temps avec sa famille maintenant, ce qui est très compréhensible, il verra ce qu'est de descendre du tapis de course et de faire autre chose. Il a le temps de réfléchir. C'est un gars incroyablement aventureux, très riche. Il a beaucoup d'opportunités de choix devant lui. Je suis d'accord avec lui, hein, la Formule 1 serait adaptée à lui. Il n'y a pas trop de courses, il y en a moins qu'en F1. C'est moins lourd le calendrier. Il y avait que 16 courses, dont beaucoup de doubles courses cette saison. Donc au final, il y avait 10 meetings à tout casser en Formule 1. C'est quand même plus de 2 fois moins que la F1. Donc ça lui dégagerait pas mal de temps pour sa famille. En plus, en 2023, les Formule 1 vont quand même gagner en perf. Donc, ce serait pas déconnant de le voir là-bas. En plus, ça donnerait une nouvelle lumière, entre guillemets, à la Formule 1, de voir Vettel dans ce championnat. Tous ces fans iraient voir ce qu'il ferait là-bas. Donc, ça serait win-win, hein, en fait. Ça serait win surtout pour la Formule 1, pour le coup, mais bon. Après, bon, peut-être qu'il veut se prendre une année sabbatique et s'enlever du sport auto un petit moment. On verra ce qu'il décide, Sébastien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Jean Alesi, Ferrari doit s'unir à ses fans aussi. Une saison qui ressemble à des montagnes russes, ça augmente donc les émotions et les réactions. Rêver d'une victoire qui se transforme en défaite peut réveiller les passions. Ça me rappelle ce que l'on peut vivre en football. Moi aussi je souffre en pensant à la Hongrie. Des erreurs étaient commises avant même la mauvaise stratégie. Mais aller contre Ferrari n'est bon pour aucun fan. Ça n'apportera rien de bon à l'équipe non plus. Je comprends pourtant chaque explosion de colère, car la passion est faite de sentiments forts. Nous pourrions analyser la course et tenter de comprendre le pourquoi du comment.
mais c'est pas le bon moment pour le faire. Pour ma part, je pense plutôt que ça doit servir à faire bloc. Il faut être unis, il faut être ensemble, parce que la négativité, elle n'apporte rien de bon, jamais cela détruit. Dans l'immédiat, je veux apporter tout mon amour aux hommes de Ferrari, car ce sont eux qui souffrent le plus après chaque erreur, après chaque défaite. Ouah, t'es un peu dans le pathos, dans la guimauve, là, genre allez-y. Ah non, désolé, hein, oui, il faut que les fans s'unissent, d'accord. Mais c'est inadmissible ce qui se passe chez Ferrari. À un moment donné, il faut dire les choses. Hein. Faut taper du poing sur la table. Désolé, il faut virer les personnes incompétentes. Au bout d'un moment, ça ne peut plus durer. Hein. Après, voilà, Jean Alesi a toujours été pro-Ferrari, il l'a toujours assumé, donc il va pas leur tirer dessus, mais bon, il faudrait secouer un peu tout ça, quoi. Hein. Parce qu'il y a du ménage à faire, on va dire. Allez, ciao, ciao. Kovalainen, le retour, le revenant. Me séparer de Briatore fut la plus grosse erreur de ma carrière. J'ai obtenu mes meilleurs contrats grâce à lui. Ouais, alors bon, peut-être, sauf que Briatore était un mec un peu toxique hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Le mafioso de service, là, voilà quoi. Il a trempé dans des trucs pas clean, hein, Briatore. Donc il est âgé de 40 ans, Kovalainen, ça ne nous rajeunit pas quand même, il effectuait ses débuts chez Renault en 2007, il avait la lourde tâche de remplacer Alonso, qui était donc parti chez McLaren, Mercedes. Mais suite à l'affaire du Crashgate, Briatore a été banni à vie du paddock, et Kovalainen décidé de mettre fin à son contrat, le liant au sulfureux manager. Donc il se souvient, il nous raconte, c'était la plus grosse erreur de ma carrière. Donc lui qui dispute désormais des rallyes au Japon. Au Japon? Putain, ok quoi. Ça aurait certainement valu la peine de rester à la table de Flavio plutôt que d'aller voir ailleurs. Remercié par McLaren après 2 saisons moyennes, il rejoignit la petite structure de Tony Fernandez en 2010, qui s'est successivement appelé Lotus Racing, à ne pas confondre avec Lotus F1 Team, puis Caterham, avec laquelle il ne marquera pas le moindre point en 3 saisons. On le reverra une dernière fois en F1 en 2013, puisqu'il remplacera son compatriote Raikkonen, blessé lors des 2 derniers Grands Prix de la saison 2013 chez Lotus F1 Team. Là encore, sans le moindre au top 10. Ah oui, il avait fait ça, je m'en souvenais même plus. Lorsque mon contrat chez McLaren se terminait, je devais rapidement en trouver un autre, et les pilotes gérés par Briatore n'avaient pas leur super licence à ce moment-là. Le Finlandais a d'autant plus de regrets qu'en 2010, Briatore a vu son bannissement à vie être levé. Ouais, alors ça c'est quand même extraordinaire, 1 an après quoi en fait. Étonnant. Si j'avais simplement attendu jusqu'au mois de janvier de l'année suivante, Flavio aurait vu sa punition être retirée, il aurait pu revenir. Oui, Flavio aurait trouvé de meilleures offres pour moi. J'ai obtenu le meilleur contrat de ma carrière grâce à lui, avant cet incident. Le pilote finlandais est désormais concentré sur sa carrière en rallye, où jusqu'ici il a rencontré le succès au Japon. Je suis concentré à 100% sur le rallye désormais, j'aime regarder le WRC, je regarde nuit et jour maintenant. D'accord, donc il est fanat de rallye, Kovalainen, ok. Alors pour revenir à Briatore, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il aurait dû continuer d'être banni à vie en fait, vu ce qu'il a fait Singapour 2008? Bah, franchement, organiser un crash exprès pour pouvoir gagner une course, franchement, ça mérite un bannissement à vie. Hein. Désolé, hein. Mais là, non, c'est extrêmement grave. Hein. Piquet aurait pu se blesser en plus. C'est de la manipulation de résultats. Pour moi, ça aurait mérité un bannissement à vie de la F1. C'est pas normal. En plus, 1 an après seulement, que son bannissement fut levé. Hein. C'est même pas 1 an en plus. Janvier 2010. C'était, je sais pas quand le bannissement a été prononcé, c'était peut-être septembre 2009. En fait, le mec a été banni à vie 3 ou 4 mois, quoi. Super bannissement à vie, hein, quand même. Ouais, non, c'est pas normal hein, ce qui s'est passé là, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Alors, Vettel et Weber se sont réconciliés, nous sommes bien maintenant. Qui a dit ça? C'est Weber, je pense. On se souvient des quelques accrochages qu'il y a eu entre les deux, hein. Multi 21 aussi, ça commençait à sentir le roussi chez Alboul. Nous sommes bien maintenant, c'était évidemment assez tendu lorsque vous battez ensemble pour les championnats. Se souvient Weber, et c'est ça, c'est Weber. C'est toujours un peu tendu, c'est plus facile d'être coéquipier quand on se bat pour des points, mais évidemment, les championnats et la victoire, c'est un peu plus difficile. L'ancien pilote de F1 a dit aussi qu'il a apprécié la carrière de Vettel. Selon Weber, Vettel a fait un excellent travail et il a amené le sport à un niveau supérieur. Cependant, il pense que c'était un choix logique de sa part à Vettel, donc, de quitter la Formule 1. Ouais, je crois qu'on est tous d'accord avec ça. Hein. Même si évidemment les fans de Vettel, bon, bah, ils vont être tristes forcément. Je comprends, je compatis. Parce que Hamilton, bon, évidemment, un jour il quittera la F1 aussi. Et moi je serai triste, et les fans seront tristes aussi. Oui, voilà, c'est comme ça, voilà. La roue tourne, et les pilotes s'en vont, d'autres viennent, voilà. C'est comme ça, malheureusement. En tout cas, Vettel a fait son choix, 35 ans. Ouais, c'est vrai que c'est pas très vieux. Hein. Il aura eu au moins 3-4 ans de plus, minimum, hein, en F1 encore. Mais il a plus la motive. Il veut s'occuper de ses enfants aussi, on peut le comprendre. Il en a 3 quand même. Hamilton, il en a pas. Alonso, il en a pas non plus. Kimi, c'est pareil, il en avait marre. Il voulait s'occuper de ses enfants, même raison. Donc voilà. En gros, pour durer en F1, bah c'est con à dire, mais il faut pas faire d'enfants en fait. Vous pouvez vous mettre en couple avec une femme, ou un homme, hein.
pourquoi pas, mais vous n'avez pas le droit de faire d'enfants, sinon bah, vous perdez en perf, vous perdez en motivation. Ça vous distrait, entre guillemets, en fait. C'est ce qui s'est passé, je pense, avec Raikkonen et avec Vettel, maintenant. Et vous regardez, hein, la plupart des pilotes... bon, Magnussen a des enfants, c'est vrai. Mais lui, c'est encore autre chose, parce qu'il avait quitté la F1 à un moment donné. Et il pensait pas revenir, en fait. C'est ça, le truc. Donc voilà, dès que les pilotes commencent à avoir des gosses, ça va plus, en fait. C'est la réalité. Bon, je vous laisse commenter, ciao. Russell, Mercedes peut gagner en 2022, mais n'aura jamais la meilleure voiture. Ah non, dis pas ça, Georges, hein. On va fondre en dépression, là. Nous sommes clairement en train de combler l'écart, ça ne fait aucun doute, mais les 4 voitures qui nous précèdent ont certainement un avantage en termes de rythme. Je pense qu'en tant qu'équipe, nous réduisons un peu l'écart. J'espère que nous ajouterons quelques éléments supplémentaires sur la voiture après la trêve estivale. Mais ce sera aussi le cas des autres. Ce sera donc pas simple. Nous pensons toujours pouvoir nous battre pour des victoires à un moment donné de la saison. Mais je pense que nous n'aurons jamais la voiture la plus rapide. Bah, ouais, après ça dépend des circuits, peut-être. Même si évidemment, hein, Ferrari et Red Bull, ils vont pas s'endormir, ils vont emmener des Evo aussi. Donc est-ce qu'effectivement, en 2022, ils auront l'occasion d'être la voiture la plus rapide en course, à un moment donné sur toute la course? Ouais, c'est peu probable quand même, c'est vrai. Mais d'un côté, donc s'ils sont pas plus rapides, ça va être dur de gagner à la régulière, il va falloir des abandons. Donc bon, compliqué cette histoire. On espère qu'ils se trompent, évidemment, Georges. Moi je veux des victoires à l'appel pour Mercedes, allez, ciao. Pierre Gasly a-t-il une clause de sortie d'AlphaTauri? Alors, intéressant. Alors là, on me parle dans les commentaires Gasly chez Alpine avec Ocon, une écurie 100% française. Ouais, après voilà, pourquoi pas. Maintenant, on sait qu'ils s'entendent pas trop, hein, les deux, donc je suis pas sûr que ça donne une très bon line-up pour le coup. Là, au moins, enfin, vous me direz, ils seraient obligés de travailler ensemble, là, pour le coup. AlphaTauri, donc, Gasly est jusqu'à fin 2023 chez eux, l'équipe est 8ème du championnat constructeur, tandis qu'Alpine cherche à remplacer Alonso. La disponibilité potentielle de Gasly offre une option majeure pour les équipes qui ont encore besoin de renforcer leur duo de pilotes pour 2023. Alpine, l'équipe basée à Viry-Châtillon, pourrait chercher à associer Gasly à Ocon, qui est déjà confirmé pour avoir un duo entièrement français. Ocon qui est déjà confirmé, oui, d'accord. Gasly et Ocon sont actuellement parmi les plus bas salaires de la grille 2022, empochant environ 5 millions d'euros chacun, tandis qu'Alonso est le quatrième salaire le plus élevé avec 18 millions chez Alpine. Il est clair qu'Alpine aura de l'argent pour les salaires dans sa quête pour remplacer Alonso. Le poste est devenu vacant lorsque l'Espagnol a confirmé qu'il allait rejoindre Aston Martin la saison prochaine, en remplacement de Vettel, donc, Ricciardo est également une option. D'accord. Ah bah c'est juste ça l'article en fait, d'accord, ok, bon. Bah c'est pas terrible, hein, je m'attendais à mieux. Alors, en gros, pour résumer, les premières lignes sont les plus importantes. Gasly, selon le site Racing News, là, que j'ai déjà cité précédemment, Gasly disposera d'une clause de sortie qui lui permet de quitter AlphaTauri, pour une équipe mieux classée au classement. D'accord, bon bah écoutez, à voir si ça se vérifie. Maintenant, est-ce que ça serait une bonne idée, selon vous, Gasly chez Alpine? En tout cas, ça serait incroyable d'avoir 2 Français dans une écurie française. Hein. Moi, je dis pourquoi pas, mais encore une fois, il faut qu'ils s'entendent bien avec Ocon. Peut-être que ça serait l'occasion de réapprendre à bien s'entendre. Allez, je vous laisse commenter. Qu'en pensez-vous de cette solution? Alors, vous étiez beaucoup à réagir dans les commentaires hein, sur l'éventuel départ de Schumacher de chez Haas. Bon, après, est-ce qu'il a bien performé? Certains disent qu'il a performé que 2 courses sur les 13 premières qu'il y a eu, là. Le reste, il était pas bon. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu des crashs, des erreurs, par-ci par-là, un manque de perf. Mais je pense qu'il est sur une bonne dynamique, là, Mick. Ça serait dommage de le virer maintenant, quoi. Enfin, à la fin de la saison, on va dire. Si j'exclus la Grande-Bretagne et l'Autriche, je pense que la saison a été difficile jusqu'à présent. Mais d'un autre côté, nous avons eu ces 2 courses qui ont un peu renversé la situation. Donc je pense que nous sommes assez confiants, et que nous avons le bon rythme. Peut-être que nous l'avions déjà avant, mais nous avons juste été un peu malchanceux de le montrer à ce moment-là. Mick est heureux de se sentir très bien accompagné par sa famille, qui l'a soutenu depuis ses débuts en compétition. Sa mère Corina vient souvent sur les Grands Prix, et sa sœur Gina Maria a pris la radio à Silverstone pour le féliciter une fois la ligne d'arrivée franchie. Et qui s'occupe de Michael hein, pendant ce temps-là? Je pense que l'avantage est que j'ai une grande famille, je bénéficie d'un grand soutien de leur part, et je pense que c'est le plus gros point. Je suis reconnaissant et j'ai de la chance d'avoir des parents aussi formidables. Ouais, enfin une mère, hein, parce que le père, il sert plus à rien, hein, honnêtement. Ah, c'est dur, mais c'est la vérité, quoi. Hein. En plus de ce que nous sommes, je pense que la mentalité de ma famille est incroyable. C'est quelque chose que j'aimerais que tout le monde ait, malheureusement tout le monde ne l'a pas, mais j'ai pu évoluer dans mon propre espace et à mon propre rythme. On m'a jamais forcé à faire quoi que ce soit. C'est un énorme avantage dans le sport auto parce que j'ai l'impression que pas beaucoup de pilotes ont eu ce privilège d'apprendre à leur propre rythme. En fait, ils ont été forcés d'apprendre plus vite peut-être, ou ont été élevés très durement, ce que j'ai jamais connu. L'allemand insiste que son nom n'est pas une source de pression supplémentaire. Je veux dire, pas à ma connaissance, je suis sûr que ça a des avantages et des inconvénients, mais je ne vois que les avantages. Je suis fier de représenter ce nom et de pouvoir montrer ce dont je suis capable de faire. En F3 et F2, Mick s'est vraiment lancé dans la deuxième partie de sa deuxième saison, mais ne sait pas si la pression de la lutte
pour le titre, c'est... Mais ne sait pas si la pression de la lutte pour le titre qui lui permettait ça. Ah ouais, il manque un C, hein. Là, on est d'accord que la phrase est chelou, là. Je ne sais pas. Peut-être que c'est une question de pression. J'ai juste besoin de pression pour pouvoir me lancer. C'est quelque chose qui est en fait assez positif, parce que si vous êtes dans la lutte pour le championnat, vous avez de la pression automatiquement. Oui, c'est sûr. Bon là, Sheas, il va pas être dans la lutte au championnat, hein, du coup, ça c'est évident. Maintenant, est-ce qu'il va rester? Bon, je pense qu'il mérite de rester. Est-ce qu'il mériterait pas d'aller dans une autre écurie aussi? Vous me dites Alpine, éventuellement, pour remplacer ce cher Fernando, et vu que Piastri n'ira pas, pourquoi pas avec son poteau Ocon, là? Ils s'entendent bien les deux en plus. Sachant qu'à l'époque, bon, ça remonte, hein, mais Michael Schumacher avait été champion du monde chez Benetton Renault. Donc ça pourrait faire un petit clin d'œil, voilà, je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Doit-on virer Mick Schumacher? Ciao. Safnauer ne voit pas Alonso battre Alpine avec Aston Martin. Alors, ça, c'est dangereux, Otmar, de déclarer ça. Hein. Parce que t'en sais rien du tout, en fait. Pour le directeur d'Alpine, Otmar Safnauer, Aston Martin et Fernando Alonso ne battront pas son écurie dans un avenir proche. Alors, je rigole si au final il les bat l'année prochaine. Donc je vous passe l'intro, on sait tout ce qui s'est passé. Passons directement à la déclaration de ce cher Otmar. Je connais bien les deux équipes, parce que j'ai passé 12 ans dans l'autre équipe. Et je pense que je les connais mieux que je ne connais tous les gens ici pour l'instant. Et je sais que depuis mon départ en décembre, ils ont embauché d'autres personnes, dont certaines que j'ai contribué à recruter, notamment Dan Fallows et Eric Blandin de Mercedes. Donc Dan Fallows, il était chez Red Bull. Je sais donc ce qu'ils essaient de faire. Je connais les gens qui sont là-bas, et je connais l'équipe ici, et les deux écuries ont un grand potentiel. Mais au moment où nous parlons aujourd'hui, donc le 6 août 2022, l'équipe Alpine est performante à un niveau beaucoup plus élevé. Il est difficile de prédire l'avenir, mais dans un avenir proche, il est certain que cette équipe continuera à être performante à ce niveau, si ce n'est plus. Alors que le recrutement de techniciens de premier plan par Aston a été largement médiatisé, Safnauer affirme qu'Alpine poursuit sa propre expansion. Nous avons un programme interne appelé Mountain Climber, qui vise à embaucher 75 personnes supplémentaires dans des domaines stratégiques qui permettront d'améliorer les capacités de cette équipe. En plus de ces 75 personnes, il y a aussi des outils que nous améliorons actuellement, des outils de simulation, un nouveau simulateur, l'augmentation de la capacité de fabrication, des mises à niveau, de notre soufflerie, tout ça dans le but d'être capable de gagner 100 courses, dans 100 courses. Alors d'ailleurs, les 100 courses, là, c'était pas déjà le cas chez Renault? Genre, ils avaient pas dit on va gagner dans 100 courses? Dites-moi si je me trompe, peut-être que je me trompe, mais je crois l'avoir déjà entendu ça quand même. Hein. Donc 100 courses, ça fait beaucoup, ça fait quand même 4 saisons. Oui, et encore, ça serait des saisons de 25 Grands Prix, donc c'est plutôt 5 en fait. Donc en 2027, ils vont gagner le championnat, enfin ils vont se battre pour le championnat on va dire. Ouais, de toute façon il n'aurait pas été jusque-là, hein, Fernando. Ces choses donc sont toujours en cours ici, elles se produisent rapidement. Nous sommes déjà à un niveau de 850 personnes ici, je suis donc confiant dans le fait que nous pouvons battre l'équipe dans laquelle Fernando va travailler, durant la période pendant laquelle il sera là. Ah oui, donc 3 ans quoi. Donc là Otmar, il prévoit que dans les 3 années à venir, minimum, ils vont battre Aston Martin à chaque fois. Eh bah franchement, je pense qu'ils se trompent moi. Moi je pense qu'ils se trompent. Alors peut-être en 2023 effectivement ils vont les battre encore. Par contre, 2024-2025, je serais moins sûr que lui. Hein. En fait, chez Alpine, je crois qu'ils essaient de garder la face, mais avec ce genre de déclaration, ça peut se retourner très vite contre eux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Alors, Marco se dit impressionné par Alonso, il peut gagner, mais Aston Martin le peut-elle? Eh oui, ça c'est la grande question. Otmar Safnauer, il croit pas que Aston Martin peut devancer Alpine, en tout cas. Hein. Il est toujours super rapide, c'est sincèrement incroyable de voir ce qu'il est encore capable de faire aujourd'hui. Je crois qu'il est la bonne surprise de l'année en tant que pilote, il est toujours capable de gagner. La vraie question est, est-ce qu'Aston Martin sera en mesure de gagner? Et il aura le matériel pour y parvenir. Donc après, ça nous résume ce qu'on sait déjà. En gros, voilà, Vettel est parti, Alpine conserver la priorité sur la jeune pépite australienne jusqu'au 31 juillet. Voilà, donc on sait toujours pas. Alors peut-être qu'on va en savoir plus la semaine qui vient, là. Ça va peut-être se décanter, tout ça. Ou alors, tout simplement, ils vont attendre la fin de la pause estivale, que tout le monde revienne serein, la tête un peu aérée, la tête reposée. Et ils vont annoncer ça pour le week-end de Spa, peut-être. En tout cas, pour l'instant, on est toujours dans le doute. Est-ce que Piastri va aller chez McLaren? Est-ce qu'il va être obligé de rouler chez Alpine? Ou est-ce qu'il va aller chez Williams? Quant à Alonso, écoutez, on verra si Aston Martin a les perfos pour gagner ou pas. Pour 2023, ça va être compliqué quand même. Mais au moins, s'ils arrivent à faire les points régulièrement en 2023, chose qu'ils n'arrivent pas à faire en 2022, ce sera déjà un progrès. S'ils peuvent se battre contre Alpine, ça pourrait être rigolo aussi. On verra ça. Ciao. Pour Martin Brundle, l'association entre Alonso et la famille Stroll promet un feu d'artifice. Bon, après, ça peut bien se passer, hein, mais bon. Quand on connaît le caractère du personnage, effectivement, ça peut vite partir en vrille. Il semblerait qu'Alpine n'ait pas pu ou pas voulu offrir un contrat de 2 ans à Fernando. Et son contrat chez Aston Martin est décrit comme portant sur plusieurs années.
Il a aussi été déçu par la manière dont son coéquipier Ocon s'est battu contre lui en piste, et ce, plutôt que d'assembler leurs forces pour faire, pour faire face à la concurrence. Fernando est une force de la nature, sûre comme en dehors de la piste, qui va pousser très fort sa nouvelle équipe. Il s'est quelque peu adouci ces derniers temps, mais il pourrait facilement y avoir des feux d'artifice une fois qu'il aura rejoint la société de la famille Stroll. Je me souviens avoir interviewé Fernando sur la grille de départ à Abu Dhabi 2018, il était alors convaincu qu'il était arrivé en fin de carrière, en F1. Mais désormais il sera présent jusqu'à au moins fin 2024. Il aura alors 43 ans et comptera 400 départs en F1. Et oui, à raison de... Là il a 347 départs, il en manque 53. Donc à raison de 23 ou 24 courses par saison, vous faites les comptes, hein, fin 2024 effectivement, et il aura bien atteint les 400 départs en F1, c'est un record inatteignable, hein, je pense, là. Je crois qu'il aura le record absolu, lui. Hein. Même Hamilton n'atteindra pas, il lui manque 100 courses. Ah, il lui manque 4 saisons pleines à Hamilton, est-ce qu'il pourrait y arriver aussi? Peut-être, peut-être. Mais j'en doute honnêtement. Et il va bientôt passer à Raikkonen en termes de courses d'ailleurs, là. On dirait que ça ne fait pas si longtemps qu'il était encore pilote d'essai du vendredi pour BMW avant de rejoindre Toro Rosso, et donc il parle de Vettel. Et il ressemblait à l'époque à un étudiant qui profitait de la vie. Il a remporté 4 championnats et 53 courses, et il est dans le top 3 de tous les temps. Il reste à ce jour le plus jeune champion de l'histoire. Il n'a peut-être que 35 ans, mais il a accumulé beaucoup d'expérience. Sébastien est un vrai champion, une bonne personne. Un véritable plaisir de commenter sa carrière. Vettel profite de la popularité de la F1 pour faire passer de nombreux messages, et Brundle se demande s'il parviendra à avoir le même impact une fois qu'il n'évoluera plus dans la discipline. Sébastien veut poursuivre sa vie de famille, et sans aucun doute, certains des causes qu'il a défendues ces dernières saisons. Le jour de l'annonce de sa retraite, il a lancé son compte Instagram qui compte déjà 2,1 millions de followers. Mais il aura du mal à maintenir une prise de conscience loin de la scène mondiale de la F1, car c'est un jeu qui est toujours tourné vers l'avenir. Combien de fois a-t-on mentionné le nom de Kimi Räikkönen cette année, par exemple? Eh ben oui, pas beaucoup. Bon, en même temps, Kimi, il quand même, il s'en fout de l'écologie, lui aussi. Hein. C'est pas comme Vettel, hein. Lui, ce qui compte, c'est sa famille, puis voilà, quoi. Donc voilà, pour revenir au sujet principal, est-ce qu'il y aura un feu d'artifice entre Stroll et Alonso? Ben, on verra comment ça se passe. Mais de toute façon, Lance, il aura pas son mot à dire, je pense. Ce sera Alonso le P1, c'est lui qui dictera les évos, etc. Hein. C'est lui qui dictera comment la voiture devra être. Et Lance, il faudrait qu'il s'adapte, tout simplement. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Alors, il n'y aura pas de solution miracle avec la directive de Spa pour Mercedes, qui prévoit donc les nouvelles règles. Ça sera intéressant de voir ce que nous verrons à Spa. On verra si la différence de hauteur de caisse fait une différence pour les équipes qui roulent très bas. Mais je ne crois plus à la solution miracle qui nous permettrait d'être seulement 3 dixièmes plus rapide que tout le monde, mais ça sera intéressant. L'Autrichien salue en tout cas l'audace des équipes qui tentent par tous les moyens de revenir au sommet. Cette saison, nous avons fait des choses non conventionnelles. Je me souviens d'une conversation avec une dame très intelligente de l'équipe aérodynamique. Elle m'a dit, si vous m'aviez dit l'année dernière que nous metterions un plancher sur la voiture que nous n'avions pas testé en soufflerie, j'aurais dit qu'on ne ferait jamais ça. Mais nous l'avons fait, et tout le monde était fier des résultats. C'est comme ça chaque week-end que nous essayons de nouvelles choses. Ah, ils sont tellement désespérés qu'ils testent des trucs directement sur la piste, quoi, finalement. Et ça a payé, pour le coup. Maintenant, on verra si la directive à Spa change quelque chose pour Red Bull et Ferrari, niveau performance. Ou alors, si ça change rien, bah, ça sera encore à Mercedes de progresser un peu plus. On verra. Allez, ciao, ciao. Alors, retour de Safnauer, qui, après avoir déclaré qu'Alonso ne terminera jamais devant au classement en pilote une Alpine, hier, là, il nous dit, est-ce que Ocon peut être leader chez Alpine? Et il répond, bien sûr. Ouais, ça dépend qui est son équipier, on va dire. Esteban est un super talent, j'ai travaillé avec lui chez Force India, à l'époque où il avait Perez pour coéquipier. Il était aussi rapide que Sergio, il lui a rendu la vie dure en course. Ils étaient toujours très proches sur la grille de départ et se sont parfois accrochés en course. Oh oui, ça c'était... dans les années 2016-2017, c'était rigolo entre eux là. Hein. Nous avons également vu de quoi Esteban était capable avec Fernando, même si Fernando a les compétences et le talent pour sortir très rapidement un bon tour de la voiture. Il n'a besoin que de 3 ou 4 tours pour être à quasiment 100%. Les 0,1% restants viennent après quelques tours supplémentaires, tandis qu'Esteban a besoin d'un peu plus de temps pour extraire le maximum de la voiture. Mais en fin de compte, il répond toujours présent le samedi et le dimanche. Il doit donc apprendre à y parvenir un peu plus vite. Nous y travaillons. Pourra-t-il diriger l'équipe par la suite? Bien sûr. Il s'améliore constamment, il compte une victoire à son actif, il a, pour plusieurs raisons, été plus chanceux avec la fiabilité, et a donc marqué de bons points pour nous cette année. Il apprendra encore davantage d'ici l'année prochaine. Ouais, enfin, apprendre, le mec a quand même déjà combien de saisons en F1, Esteban Ocon, c'est plus un rookie, hein. Au bout d'un moment, écoutez, on va reprendre sa F1, voilà. Il a commencé en 2016, Esteban Ocon, exactement. Donc il a quand même 6 saisons dans les pattes.
Apprendre, je veux bien, mais bon, voilà. Il s'agirait de maintenant, il a plus de 100 grands prix, Esteban Ocon, hein. Il s'agirait d'être au top directement, en fait. Donc, est-ce qu'il peut être P1 chez Alpine, Esteban Ocon? Bah, encore une fois, ça dépend de son équipier. Si effectivement vous mettez Mazepin comme équipier, oui, il sera P1. Même si vous mettez, allez, en vrai, même si vous mettez Mick Schumacher à ses côtés, je pense qu'il sera P1 parce que Mick, il aura du mal à s'habituer au début. Donc, ça sera lui le P1. Par contre, si vous mettez un Ricardo qui revient en forme chez Alpine, je suis pas sûr qu'il devienne P1 hein, Ocon hein, quand même. Hein. Parce que Ricardo, mine de rien, il l'a bien tapé en 2020 chez Renault. Ricardo, il a fini 5ème avec 119 points. Esteban Ocon, 12ème avec quasiment 2 fois moins de points. Et oui, CQFD. En admettant évidemment que Ricardo soit pas finito et que il revienne dans de bonnes performances, on va dire. Qu'il soit plus à l'aise chez Alpine. Bon, écoutez, affaire à suivre. Pensez-vous que Ocon peut être le pilote numéro 1 de chez Alpine? Je vous pose la question à vous. Ciao. L'organisation du Grand Prix de France est confiante quant à son maintien en 2023. Je pense pas, honnêtement. Hein. Nous ne sommes cependant pas encore morts, déclare Pierre Lyonnais Dupéra. La France a une place importante dans l'industrie automobile et l'histoire des courses automobiles. Nous avons des champions, 2 pilotes de F1, et avec Alpine également une équipe en Formule 1. D'accord, il y avait 3 lignes, littéralement. D'accord, bon bah écoutez, ça valait le coup de faire une news. Bon, après, ça vaut toujours le coup de reparler du Grand Prix de France. Mais moi, je pense qu'il se trompe. Je pense que c'est fini, hein, le Grand Prix de France. Hein. Au moins à court terme, voire à moyen terme. À long terme, peut-être qu'il reviendra ailleurs, mais bon. Là, pour moi, pour les années à venir, c'est mort. Je suis même pas sûr, honnêtement, que le Grand Prix de France arrive à décrocher une course en alternance avec un autre Grand Prix. J'en suis même pas sûr, honnêtement. Donc, pour moi, c'est terminado. Et est-ce que c'est pas plus mal comme ça? Parce que le circuit est pas ouf, hein, quand même, pour la F1. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Grand Prix de France a-t-il encore un avenir? Ciao. Alors, énorme article sur les relations de Safnauer au sujet de Piastri et Alonso. Il les tacle un peu. Donc je vous préviens, ça va prendre entre 9 et 10 minutes de lecture. Hein, mais bon, il faut bien ça parce que là, il est très très long. En espérant que le micro bug pas, évidemment. Alors, c'était la première fois que je vivais quelque chose comme ça, c'est sûr. Bien que je ne sois pas complètement surpris, j'ai vécu des autres situations et histoires des deux côtés, du côté des pilotes et des équipes. Mais dans mon cas, je n'avais jamais rien vécu de tel. Le Piranha Club en pleine action. Je pense que c'est le capitalisme à son meilleur. Rien n'est sûr jusqu'à ce que ça soit signé. Nous avons eu de nombreuses conversations avec Fernando. Nous voulions qu'il reste. Évidemment, il y avait aussi les siennes avec Aston Martin. Donc ce sont les détails du contrat qui nous mettaient sur la table qui l'intéressaient le plus que certains des détails dont il avait discuté avec nous. Il n'hésite pas à tacler Alonso sur le respect des engagements, même pris à l'oral, alors que les deux hommes discutaient. S'est-il senti trahi lundi matin? Comme je l'ai déjà dit, un peu des deux. Je peux pas être assez naïf pour ne pas connaître les règles du jeu en Formule 1. J'ai vécu de nombreuses histoires. Mais personnellement, je crois que je suis un homme intègre et que si je m'engage dans quelque chose, je ferai de mon mieux pour que ça se produise. Je tiens parole. C'est la façon dont j'ai grandi, ce que mon père m'a transmis. Je l'ai fait avec Vettel, avec Johan Jacobi, qui gérait Senna et maintenant Perez, avec Anthony Hamilton, quand il représentait Paul di Resta, etc. Mais bon, j'ai compris que tout le monde ne fait pas les choses de la même manière. Alonso m'a dit dimanche soir qu'il allait sur une île grecque sur un bateau. Je pense qu'il l'a mentionné, mais pas pour que je l'accompagne. Je l'ai appelé plusieurs fois dans la matinée et je n'ai pas réussi à le joindre. C'est ce qu'il m'a dit. Qu'il serait difficile de le localiser. Quel mytho, en fait, il était à Oviedo, quoi. Fernando, le menteur, il était à Oviedo et pas sur les îles grecques. C'était pour pas qu'on lui casse les couilles, hein, à Fernando, en fait. Concernant la déclaration de Piastri, une fois que nous avons entendu parler de Fernando avec Aston Martin, on a travaillé. Comme nous travaillons avec lui pour l'année prochaine, et que nous avons vu que la continuité d'Alonso n'était pas possible, nous avons sorti le communiqué de presse. Ils avaient 3 excellents pilotes le 31 juillet chez Alpine, plus que 2 le 1er août, et avec un qui veut s'en aller. Dur. Il espère encore pouvoir garder Piastri l'année prochaine. C'est pas encore définitif, nous avons un contrat avec Piastri qu'il a signé en novembre. Nous avons parlé avec nos avocats et ils nous ont dit qu'il s'agit d'un contrat contraignant, dont une partie de ce contrat nous permet de mettre Oscar dans une de nos voitures en 2023. C'est pourquoi nous avons publié le communiqué de presse. Il y a aussi une option pour 2024 avec la possibilité pour nous de prêter le pilote à une autre équipe. Nous voulions Fernando avec nous un an de plus, puis un prêt d'Oscar pour 2023. J'ai toujours dit que dans toutes mes conférences de presse que Piastri serait en Formule 1 en 2023, et c'est parce que je savais qu'il pourrait être dans notre voiture ou dans une autre en prêt si Fernando était resté. Mais Alonso, pour une raison quelconque, et je pense que je connais les raisons, même si vous devriez lui demander, va chez Aston Martin. Donc, nous avons dû commencer à finaliser l'accord avec Piastri, et au lieu de le prêter, nous avions décidé de le mettre dans notre voiture. D'où la déclaration. Ça, on avait compris, oui. Mais Oscar Piastri a déclaré qu'il ne voulait pas courir avec Alpine. Pourquoi chercherait-il une autre équipe que celle qu'il a payée toute sa carrière? Je pense que c'est une question pour Piastri, parce que je ne comprends pas non plus.
Je suis relativement nouveau dans l'équipe, la direction que nous avons de Luca De Meo est magnifique. Le soutien qu'il nous apporte est fantastique. Il a sauvé l'équipe. Laurent Rossi, mon patron immédiat et PDG d'Alpine, est un grand homme d'affaires pour la marque, y compris l'écurie de Formule 1. Tout ça est magnifique et nous l'avons partagé avec les pilotes. C'est le monde des bisounours en fait. Tout est beau, tout le monde il est beau chez Alpine, c'est magnifique. Luca De Meo a une grande vision, il a ressuscité la marque, les voitures à leurs bénéfices financent l'équipe, ce qui est un excellent moyen de marketing pour la marque. Le plan stratégique est très bon, et Piastri le sait, même mieux que chez McLaren. Nous sommes devant au championnat, et on espère qu'on sera toujours devant eux à la fin de la saison. Ça reste à voir ça. L'avenir de l'équipe, nous avons un gros budget et des gens avec beaucoup d'expérience, je viens d'arriver, je connais les domaines à renforcer. L'équipe technique, nous recrutons des personnes dans les domaines que nous devons améliorer et nous mettons en place de nouveaux outils. Dans notre avenir, dans ce plan de 100 courses sur lequel on travaille tous, je pense qu'il y a de la place pour Piastri, et nous l'avons soutenu. Il devrait y avoir une certaine fidélité au fait que nous avons littéralement investi des millions et des millions d'euros pour lui. Software indique connaître les raisons du départ d'Alonso. Selon lui, c'est bel et bien le problème de la durée de contrat. Et le Roumain explique pourquoi il n'était pas certain de prolonger l'Espagnol de 2 ans serait une bonne idée, à cause donc de son âge avancé. Il faudrait lui demander, mais pour Alonso, un engagement à long terme de l'équipe était très important, un contrat de 2 ans, même si c'était 1+1. Je pense que l'une des clés pour Fernando a été la prolongation du contrat. Il roule à un très haut niveau, et je lui ai dit que s'il continue à ce niveau l'année prochaine, on continuerait sûrement. On serait fou de ne pas le faire. Mais comme pour tout le monde dans la vie, il arrive un moment où l'âge vous affecte. L'âge affecte vos capacités psychologiques, vos yeux, votre cerveau, vos muscles, etc. Schumacher, à 42 ans, a été battu par Rosberg. À 38 ans, ça serait jamais arrivé. Ça arrive aux footballeurs, aux joueurs de snooker, aux joueurs de cricket, etc. L'essentiel est de savoir comment on juge la trajectoire de la balle, comment elle rebondit dans le cricket, et à un certain âge, les joueurs sont encore bons, mais ils ne peuvent pas faire comme quand ils étaient plus jeunes. Donc ils pensent que c'est la même chose avec Alonso. C'est pour ça qu'il voulait y aller à un an par un an. Mais lui, il voulait plus de garanties. Il y a aussi des rumeurs de désaccord sur le salaire à payer à Alonso, mais Software assure qu'Alpine a fait du mieux possible. Je sais pas combien ils vont le payer chez Aston Martin. Ce que je sais, c'est que nous lui avons offert plus d'argent, qu'on ne le paye maintenant. C'est un chiffre qu'au début il a essayé de négocier, comme tout le monde, mais à la fin, nous sommes parvenus à un accord formellement. Mais je ne sais pas, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il lui aurait fait une offre très élevée chez Aston. Je sais pas si ça a été un facteur décisif, demandez-lui. Je m'y attendais pas. Lorsque Piastri, par exemple, a signé le contrat avec Alpine en novembre, il était là, il ne savait rien. J'ai toujours vu que Laurent Rossi essayait de faire ce qui était le mieux pour les deux pilotes. Avec les contrats avec Fernando, qui voulait continuer, avec Oscar, qui voulait un baquet, et Rossi a donné son accord. Laurent a travaillé très dur pour lui trouver ce baquet pour l'année prochaine. Chez Alpine, nous essayons de faire ce qui est le mieux pour les deux pilotes, sans essayer de jouer avec l'un des deux, en étant transparent. Chaque pilote savait ce qui se passait. Malheureusement, Alonso a signé avec Aston, et je comprends pourquoi. Mais avec Piastri, non. N'y a-t-il pas un peu de naïveté et une collision entre Alonso et Piastri et Weber et Vibrator ? Voulez-vous dire qu'ils peuvent avoir partagé des infos entre eux ? Écoutez, j'en ai aucune trace, mais c'est la F1. Et peut-être que dans quelques années, quelqu'un dira qu'il a les preuves d'informations partagées. Je serais pas surpris. Je dis toujours à tout le monde en Formule 1 qu'en Formule 1, il faut faire comme si tout le monde savait tout, qu'il n'y a pas de secret. Quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, quand vous demandez à quelqu'un de ne rien dire, il agit comme si tout le monde savait. C'est ainsi que j'ai dirigé ma barque en F1 pendant 25 ans. Et si le partage d'informations s'est produit, il ne faut pas être surpris. Cependant, je m'attendais à plus de loyauté de Piastri, et il devrait l'avoir avec cette équipe qui a pris soin de lui, qui l'a emmené jusque-là, et surtout, qui au cours de la dernière année l'a mis en Formule 1, dans une F1 pour qu'il soit prêt, qui connaisse les circuits. Je m'attendais à plus de loyauté que ce qu'il a montré. J'ai débuté en 89 en Formule 1 et je n'avais jamais rien vu de tel. Il ne s'agit pas que de la F1, il s'agit d'intégrité en tant qu'être humain, et dans les autres sports ça pourrait arriver aussi. Pour Software, donc il ne faut pas revenir sur sa parole. Il n'a pas tort, hein. Finalement il n'a pas tort. Allez, dernier passage, on a presque fini. Sans Piastri, sans Alonso, quel sera l'avenir d'Alpine ? Tout indique que Ricciardo pourrait effectuer son retour dans l'équipe, 2 ans après avoir quitté. Alonso va chez Aston, nous avions un contrat avec Piastri, et nous devons comprendre où ça nous mène légalement. Nous croyons, et c'est pourquoi nous avons publié cette déclaration, que nous avons un contrat contraignant. Passons un peu de temps à étudier où ça nous mène, et si Piastri n'est pas dans la voiture, je pense qu'il le sera parce que Fernando est parti. Ah ben non, je pense pas qu'il le sera, moi perso. Il a dit qu'il y serait pas. J'ai environ 14 appels téléphoniques de pilotes intéressés, car le baquet d'Alpine est le meilleur qui reste. Pas étonnant que tant de gens m'appellent. Mais sur ces 14, il en restera que 4. Sur la liste finale, et parmi eux se trouve Piastri. Dernier paragraphe, et si Piastri s'en va, Alpine se retournera-t-elle contre lui ? Tout d'abord, voyons où nous en sommes légalement avec Oscar. Nous avons un contrat qui dit que nous devons le soutenir dans sa carrière jusqu'en Formule 1 en investissant beaucoup d'argent. Mais surtout, il faut tenir compte que l'année dernière, nous avons mis une monoplace en piste pour lui. Il a parcouru quand même 3500 km. Là, c'est l'équivalent de 11 ou 12 Grands Prix, quoi. C'est énorme,
Nous avons fait 7 tests indépendants avec, et ce n'est pas bon marché, seul le coût d'un moteur seul est de 1 750 000 euros. Les mécanos, l'équipe qui a géré ces tests, les vols, les voyages, nous avons dépensé beaucoup pour lui, pour le préparer pour l'avenir. Et si cet avenir n'est pas avec nous, il est logique et juste que nous cherchions une compensation. Ok, bon. Ah, on en sait plus, c'est pas mal. C'était long, mais c'était intéressant. Donc, en gros, il reproche à Piastri son gros manque de loyauté, alors qu'ils ont dépensé plusieurs millions d'euros pour lui, pour l'entraîner, etc. Je peux comprendre. Je me mets à sa place à Otmar. Là, c'est une trahison envers Alpine. Lui, ça va parce qu'il est pas là depuis très longtemps chez Alpine. Mais Laurent Rossi et tout, de Méo en PLS. Tout ce monde en PLS. Là, c'est une trahison de la part de Piastri, donc, envers Alpine. Alors, est-ce que ça se finira bien et qu'au final, il finira par signer chez eux? J'en doute fortement. Et est-ce qu'il pourrait lui demander des indemnités, du coup, après tout cet argent perdu? Ça, j'en sais rien, il faut voir dans les contrats. Mais effectivement, je dirais que c'est un peu bizarre comme façon de commencer sa carrière en Formule 1 pour Piastri. Le mec est déjà pris dans une tourmente financière et de contrat avec une équipe qui est quand même pas mauvaise. Donc, ouais, ça commence bizarrement, bizarre pour lui, pour Piastri. Bizarre tout ça. Quant à Alonso, oui, bon, voilà. Il a eu des garanties qui seraient plusieurs années en Formule 1 pour atteindre les 400 Grands Prix. Donc, c'est peut-être ça qui est visé aussi. Au moins jusqu'en fin 2024 chez Aston Martin. Au moins 2 ans, c'est sûr. Peut-être une option, une année en option derrière. Et un contrat juteux pour le pilote espagnol. Mais bon, lui, pareil, pas très loyal envers le groupe Renault, finalement, qu'il a souvent quitté pour aller ailleurs. Il a un peu pris Renault comme étant une équipe bouche-trou, Fernando, je trouve, depuis toutes ces années. Mais bon, après, voilà. C'est pas le monde des bisounours, la F1, c'est un monde de requins. Donc on va attendre de voir comment tout ça se passe. Peut-être qu'on aura des réponses avant la reprise. Qui sait, je vous tiendrai au courant, comme d'habitude. Pensez à vous abonner à la chaîne. Allez, c'était long mais intéressant. Ciao.